Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Une grande première en Tunisie. Les victimes de la répression des régimes de Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali témoignent depuis ce 17 novembre devant l'instance Vérité et Dignité. Création d'une monnaie unique dans la communauté des États économiques des États de l'Afrique de l'Ouest prévue en 2020. Son lancement tarde à se concrétiser par les 15 pays membres. Et puis, en marge de la COP22 de Marrakech au Maroc, un réseau d'investisseurs africains a été lancé avec 100 millions de dollars d'actifs. Ce réseau souhaite participer au financement climatique du continent. En Tunisie, les premières auditions publiques des victimes des deux précédents régimes, à savoir celui de Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali, se tiennent depuis ce jeudi 17 novembre. Les victimes se sont exprimées sur la manière dont les droits de l'homme avaient été bafoués par les régimes successifs au cours des dernières décennies. Zahra Mohamed Mouchou. 6 ans après la révolution tunisienne, l'instance Vérité et Dignité organise depuis le 17 novembre les premières auditions publiques pour les victimes des violations passées des droits de l'homme en Tunisie. La période couvre 60 ans d'histoire, de juillet 1955, peu avant l'indépendance, jusqu'en 2013, soit 2 ans après la révolution du jasmin. L'ouverture de ces auditions, un moment historique pour de nombreux Tunisiens. C'est une manière de reproduire le film d'une certaine époque où la dictature était au service, en tout cas au niveau de l'État. Et aujourd'hui, les Tunisiens ont besoin de savoir ce qui s'est passé. Les auditions, c'est une sorte de d'exutoire pour les Tunisiens de se rendre compte de ce qui s'est passé, de faire une évaluation personnelle et surtout se forger une opinion sur des pratiques qui ont duré. C'est vraiment un moment symbolique pour la Tunisie. Homicide, exécution sommaire, disparition forcée, corruption. L'instance Vérité et Dignité, composée notamment de militants des droits de l'homme ou encore de représentants d'associations de victimes et d'opposants au régime déchu, doit traiter 65 000 dossiers. C'est tous ceux qui ont un contentieux ou des témoignages directs, ils ont déposé des plaintes avec une consignation très précise sur la nature du mal exercé. Ces auditions interviennent dans une période extrêmement brouillée, paradoxalement pour les Tunisiens, parce qu'ils ont certes instauré une démocratie, mais le pays est au plus mal parce que la situation économique est vraiment dramatique. Ce catalogue pour identifier les différentes situations était un moment très important. Les régimes des présidents Habib Bourguiba et de Zine El Abidine Ben Ali sont les plus concernés par ces violations. Et pour identifier les responsables, l'instance Vérité et Dignité dispose de très larges pouvoirs, notamment un accès total aux archives publiques. Pour les Tunisiens, ces auditions qui s'achèvent ce vendredi revêtent un enjeu fondamental pour la transition démocratique et la préservation de la mémoire. Au Tchad, plus de 1000 membres présumés de Boko Haram tchadiens se seraient rendus à l'armée. Selon le préfet de la région du lac Tchad, ces présumés combattants ne seront pas détenus, mais auditionnés par les autorités du Tchad avant de rejoindre leur famille. Par ailleurs, le chef d'état-major de l'armée nigérienne a annoncé que 60% d'islamistes de Boko Haram ne sont pas de nationalité nigériane. Une monnaie unique pour les 15 pays de la CEDEAO, c'est le souhait de l'institution. Depuis son annonce en 2000, les 15 pays hésitent de passer à la phase de concrétisation, ce qui suscite des polémiques au sein de l'opinion africaine. Reportage au Bénin de notre correspondant Lifti Ounou. La création de la monnaie unique au sein de la CEDEAO à l'horizon 2020 alimente les débats. Ce projet date du début des années 1980. En 2000, les États avaient conçu un projet prévoyant la création en 2 phases d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2020. Dans sa première phase, le lancement en janvier 2015 d'une monnaie unique par les membres des zones monétaires d'Afrique de l'Ouest, ZMAO, et dans sa seconde, la fusion de la ZMAO avec l'Union monétaire ouest-africaine UMOA pour la création en 2020 de la monnaie unique dans l'ensemble des 15 pays membres de la CEDEAO. L'étape intermédiaire de janvier 2015 avec la monnaie de la ZMAO a été abandonnée suite à 3 reports successifs. Pour de nombreux observateurs, le processus devant aboutir à la monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO fait face à des obstacles à quelques années de la date butoir.
Est-ce que nos dirigeants sont allés d'abord réclamer leur indépendance monétaire à Paris? Est-ce que la BCEAO, qui gère la zone CFA, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, est-ce que cette BCEAO-là a quitté le giron donc du Trésor français? Il faudrait d'abord que ces 8 pays de l'Afrique occidentale, plus les 6 autres de l'Afrique centrale, disent non d'abord au CFA. Il faut d'abord casser ce qui est existant avant de reconstruire. Presque aucun des 4 critères d'une zone monétaire optimale ne semble être rempli au sein de la CEDEAO. Dans ce contexte, la communauté a défini un ensemble de critères de convergence à respecter par les États membres avant la mise en place de la monnaie unique. Toutes les fois qu'un chef d'État s'est lancé contre cette monnaie, il a soit été assassiné, soit été rendu impopulaire, soit il est emprisonné à la CPI. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce que les différentes populations n'ont pas été sensibilisées, ne maîtrisent pas le contexte, qu'ils soutiennent la pression des Occidentaux. Aujourd'hui, nous allons d'abord sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent l'enjeu. En 2015, le président tchadien Idriss Déby avait relancé le débat sur la création de la monnaie unique en proposant un abandon collectif du franc CFA. De nombreux observateurs estiment que les Africains doivent soutenir la vision du président tchadien pour gagner l'indépendance monétaire et économique de l'Afrique. Clôture ce 18 novembre de la conférence internationale sur le climat dont la 2e édition a eu lieu à Marrakech au Maroc. Les différentes délégations et participants ont pris des engagements notamment sur la lutte contre le réchauffement climatique et l'application de l'accord de Paris. Les pays les plus développés ont par ailleurs annoncé vouloir mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement d'ici 2020. Les économistes volent au secours de l'environnement. Ce 16 novembre, les caisses de dépôt du Gabon, du Sénégal, de la Tunisie, de la Mauritanie, le fonds de pension nigérian ont lancé un réseau d'investisseurs africains avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs. Ce réseau souhaite relever le défi du financement climatique en Afrique. Un sujet de la rédaction. Les économistes peuvent-ils sauver l'environnement ? En marge de la 22e conférence internationale sur le climat à Marrakech au Maroc, un réseau d'investisseurs africains engagés en faveur du climat a été lancé. Cette initiative a pour objectif de financer les efforts de réalisation d'un développement bas carbone et résilie au changement climatique avec l'épargne domestique des pays africains. Il y a 500 milliards de dollars d'actifs en gestion dans les fonds de pension de l'Afrique. Nous avons une démographie de l'investissement de long terme avec les jeunes actifs dans les proportions les plus importantes du monde, ce qui rend nos systèmes de sécurité sociale structurellement excédentaires. Ce sont des réserves pour les générations futures que l'on peut activer dans le présent. Conscient du rôle clé de la finance dans la mise en œuvre des objectifs climatiques, les caisses des dépôts africaines, le fonds de pension public nigérian, la caisse des dépôts française et l'agence française de développement et ses partenaires souhaitent relever le défi du financement climatique en Afrique. Le fait déjà d'avoir cette position d'investir ou de déposer de l'argent, on ne cherche que ça en fait. Depuis qu'on a eu la COP21, aujourd'hui c'est la COP22, quelle est la chose qui fait la pierre d'achoppement dans les réunions? C'est toujours les questions de financement. Donc s'il y a un groupe comme ça ou un réseau qui est prêt à amener de l'argent pour qu'il y ait des programmes en matière d'énergie ou renouvelables, des énergies bas carbone, ça ne peut être qu'une belle avancée. Maintenant, je reviens sur ce qu'on appelle les contraintes. C'est comment tout ça va être coordonné et géré pour que, à un moment donné, quand on fera le bilan, qu'on sache bien qu'on avait fait ce qui avait été prévu d'être fait. La création de ce réseau intervient dans un contexte particulier. En effet, le programme des Nations Unies pour l'environnement annonce la hausse du coût global de l'adaptation, principal défi du continent que compte relever ce nouveau réseau d'investisseurs. C'est un espoir médical autour du paludisme. Un vaccin antipaludique pourrait bientôt entrer dans sa phase active selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette maladie qui a touché 214 millions de personnes dans le monde touche en premier lieu l'Afrique subsaharienne. Djarandiaï. Le premier vaccin antipaludique entrera bientôt dans sa phase active selon l'Organisation mondiale de la santé. Il n'existe actuellement aucun vaccin homologué contre le paludisme. Ce vaccin expérimental connu sous le nom de RTS est le plus avancé. Il a été évalué dans le cadre d'un vaste essai clinique dans 7 pays d'Afrique. La résistance aux antipaludiques est un problème récurrent. L'un des objectifs du plan de lutte 2016-2030 de l'OMS contre le paludisme, également appelé malaria, est d'éradiquer la maladie dans au moins 10 pays à l'horizon 2020. Donc comme tout vaccin qui
qui va être commercialisé, c'est qu'il y a eu toutes les phases d'essais cliniques, même si ce qu'on sait de ce vaccin, c'est qu'il ne va pas couvrir à 100%, et puis il sera destiné pour la population jeune. Mais pour une réponse plus complète, à mon sens, donc une réponse complète contre ce fléau, il faudra toujours donc ménager avec les autres moyens, comme les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la pulvérisation d'insecticides à l'intérieur des habitations et des sites où prolifèrent les moustiques. 3,2 milliards de personnes environ, soit près de la moitié de la population mondiale, sont exposées au risque de contracter le paludisme. La plupart des cas et des décès dus à cette maladie surviennent en Afrique subsaharienne. En 2015, 88% des cas de paludisme et 90% des décès dus à cette maladie sont survenus dans cette région. La découverte de ce vaccin, on peut dire aussi qu'il a changé la donne en Afrique, parce qu'on sait que c'est dans ce continent qu'il y a beaucoup plus de populations atteintes. Il suscite tout de même beaucoup d'espoir, même s'il sera destiné qu'à des populations jeunes, donc des nourrissons, des enfants de 2 ans à peu près. C'est donc un grand pas qui est franchi dans le domaine de la recherche et de lutte contre le paludisme. Le vaccin RTS, le tout premier contre le paludisme, est le seul à avoir réussi avec succès la phase 3 d'essai. 3 pays d'Afrique subsaharienne qui se sont prêtés à la phase d'essai seront donc sélectionnés en fonction des priorités. Les premières vaccinations dans le cadre du projet final devraient débuter en 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.